noire de loin, mais qui finalement est bleu nuit. Alors on a un petit problème de micro. Alors je vais en garder un, parce que l'autre je pense que les piles sont mortes. Si Laurence elle m'entend, je sais pas, ou le chauffeur, si le chauffeur du camion m'entend, on a un problème de pile avec un micro. Voilà. Je sais pas si on a des piles de rechange. Je pense que c'est les piles. Voilà. Donc bonjour à toi, tu t'appelles comment? Jérôme Curie. Voilà, tu as une très très belle traction commerciale, c'est comme ça qu'on dit? Commercial, exactement, ouais, tout à fait. Comment on reconnaît les commerciales? On va demander au public. Comment on les reconnaît les commerciales? La custode arrière. Voilà, elles sont plus longues, et la custode, il y a une vitre supplémentaire. C'est bon, ça marche? Alors je te laisse. Alors ouais, en fait c'est une caisse de familiale, parce qu'à l'époque, Citroën n'avait pas de version de camionnette, de véhicules utilitaires en fait. Même si on ne disait pas break à l'époque. Donc voilà, et donc ils ont décidé de faire une version commerciale. C'est une carte grise 2 places. C'est étonnant, c'est comme ça. La banquette, c'est un accessoire d'époque. Un accessoire d'époque. Mais bon, il y avait moins de problèmes avec la maréchaussée à l'époque. Ça veut dire que les commerciales a été vendues comme ça avec 2 sièges et le reste était utilitaire. C'est ça. Et donc la particularité, c'est qu'effectivement, elle a un haillon. Alors, on va y aller, on va les voir pour que les gens comprennent bien. Une traction traditionnelle, classique, le haillon, enfin le coffre s'arrête ici. Et là, on a un vrai haillon avec les charnières en haut. Donc d'où le terme commercial. Il a fermé la clé. Non, il n'a pas fermé la clé. Voilà. Et donc quand on enlève bien sûr la banquette arrière ou qu'on replie la banquette arrière, vous voyez le volume qu'on a, hein. Et c'est vrai que les artisans à l'époque ont pas mal utilisé ce type de véhicule avec le haillon. Alors on reconnaît la commerciale d'après-guerre parce que justement elle a un haillon. La commerciale avant-guerre avait un coffre qui s'ouvrait en 2 parties. Donc bascule une partie vers qui basculait vers le bas et l'autre partie une autre partie qui basculait vers le haut. Exactement. Bon là c'est plus pratique. C'est plus pratique. Voilà, on a c'est lourd. C'est lourd, voilà. C'est de la bonne tôle à l'époque, hein. C'était épais, maintenant c'est beaucoup moins épais la tôle. Quand il en reste d'ailleurs, parce que la plupart beaucoup d'éléments en plastique. On a la roue de secours qui prend pas mal de place. Et d'ailleurs, ce coffre-là est apparu après-guerre, hein, cette malle. Cette malle, parce qu'avant-guerre, bien sûr, le coffre était encore plus petit. Hein, on avait un coffre qui ne dépassait pas, ici, vous voyez, le coffre, et la roue de secours était avec un moule sur la malle arrière. Tout à fait. Ça, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc elle a évolué. Esthétiquement, c'est pas vraiment joli, mais on gagne de la place, c'est sûr, avec ce type de malle. Voilà. Tout à fait. Et sur certains modèles, alors qui s'appelaient peut-être pas commercial, limousine peut-être, on avait des strapontins supplémentaires aussi. Alors c'est la même caisse encore, c'est une caisse de familiale. Et on rajoutait, on pouvait mettre effectivement des strapontins sur la familiale. Des strapontins qui est contre le dossier. Ouais, alors il y a un décaissement en principe qui est comblé pour la commerciale. Ah, un décaissement. Là, si on enlève la moquette, enfin bon, la moquette le sol, effectivement on verra le décaissement. D'accord. Bon, et c'est vrai que pour les familles nombreuses, qui étaient nombreuses justement après-guerre, hein, c'était pas rare d'avoir plusieurs enfants et des véhicules, des grands véhicules, il n'y en avait pas autant que ça. Et donc avec les strapontins, ça permettait d'en mettre un maximum. 8 places. 8 places. 8 places. Donc ça permettait d'en mettre aussi un devant et un autre sur les genoux et puis le reste à l'arrière avec les strapontins. Donc une grosse voiture. Parce qu'il faut expliquer que les tractions, quand elle a été présentée en 1934, c'est ça, il y avait 3 versions. La 7, la 11 et la fameuse 22. Alors, en 34, il n'y a eu que la 7. En 34, les autres versions étaient prévues. Et alors, après, il y a eu une 11, mais en fait, quand on dit 11, hein, ça correspond aux chevaux. 7 chevaux, 11 chevaux et la 22 chevaux qui n'a jamais été en production. Avec un V8. Voilà. Et pour combler le manque d'un vélo de gamme, on a remplacé donc la 22 par une 15. Une 15 6 cylindres en ligne. Voilà. Pour tout savoir sur les tractions. Le moteur tournait à gauche, les premières d'ailleurs. Voilà, et ensuite à droite. Voilà. Il y a tout à raconter sur la traction. Beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que la traction, quand même, ça a été la première monocoque de série. Ça existait avant, hein. Mais la première monocoque de série. Alors, vous savez ce que c'est qu'une monocoque, quand même, mesdames? Oui. Bon, alors avant, il y avait des châssis.
et une carrosserie qui était boulonnée sur le châssis, enfin en clair, avec une structure souvent en frêne, même si Citroën a été le premier à faire des caisses acier. Mais le grand intérêt de la monocoque, c'est d'avoir un centre de gravité beaucoup plus bas. C'est ça, voilà. léger aussi. Donc une meilleure tenue de route. Voilà. C'était la première voiture à combiner traction avant, frein hydraulique, roue suspension indépendante. Frein hydraulique, c'est vrai. Liquide. Et caisse autoporteuse. Caisse autoporteuse, monocoque. Et moteur flottant. Donc le combiné de tout ça n'avait jamais été vu de toute la production automobile. Ce qui faisait à l'époque la voiture la meilleure tenue de route des voitures de série à l'époque. Il n'y avait pas d'équivalent. Hein, c'est pour ça que les gangsters, le gang des tractions avant, ont bien compris que pour faire des hold-up, pour ne pas être rattrapé, fallait ce type de véhicule. Le gang des tractions avant. On en a fait des films là-dessus. Pierrot le Four, et voilà. On peut voir le moteur. Le moteur donc sur ce modèle-là est un 4 cylindres. On parlait des 15 tout à l'heure, c'était des 6 cylindres en ligne. Là, c'est un 4 cylindres en ligne. Un moteur qui est très très haut. Hein. Quand on remarque, quand on le voit comme ça, il est très haut. Hein. Oui, il est assez mastoc. Mais bon, très fiable aussi. C'est un moteur qu'on a retrouvé d'ailleurs, le même, pas tout à fait, c'était le 11D, qu'on a retrouvé dans les premières DS. Dans les premières DS. Les DS 19, et même jusqu'à la DS 21. Je crois que sur les CX, c'était encore le même bloc, on va dire. Juste le bloc. Le bloc. Mais c'est un moteur, un bloc qui a évolué au fil des années. Mais c'est vrai que sur la DS, qui était une voiture très en avance sur son temps, le point faible, le talon d'Achille de la voiture, c'était son moteur. C'était pas prévu comme ça au départ, mais il y avait tellement d'innovation sur cette voiture qu'on n'a pas voulu quand même faire peur aux futurs acquéreurs. Voilà. Celle-ci, elle est beau. Donc la couleur, ça s'appelle comment? Je ne connais pas le nom exact, bon, un bleu nuit. Je pensais que toute la traction était noire, c'est faux. C'est sa couleur d'origine. Il y avait des bleus RAF, celle-là c'est pas un bleu RAF. Hein. C'est le bleu, c'est son bleu. C'est son bleu. Elle est vraiment très. Le public, comment vous la trouvez, cette voiture? Elle est belle. Là, il y a une autre traction derrière. Alors c'est une plus petite peut-être. Hein. Peut-être une 7, je vois pas d'ici. Elle est avant-guerre. Donc on va terminer avec toi, merci. On va passer une traction pour qu'on voit les différences. On va passer à une autre traction. Merci encore, pour l'applaudir. On va laisser 55. Elle est de 55. Il faut rappeler aux gens que les derniers modèles sont sortis en 57. Donc les premiers modèles 1934 pour les toutes premières et les derniers modèles 57. Donc on avait un modèle 55 qu'on vient de préparer, qu'on vient de présenter, pardon, pas préparer. Bonjour. Oui, bonjour. Et là, on a un modèle d'avant-guerre. De quelle année? Décembre 1939. Décembre 1939. Alors, en décembre 1939, j'en parlais tout à l'heure, on est déjà en guerre, hein, puisque la France a déclaré la guerre à l'Allemagne en 1939, mais en septembre. Donc, c'est une voiture qui était déjà construite avant, parce qu'on a arrêté la production des voitures très très vite, hein, au début de la guerre. Il faut savoir qu'en 40, toutes les activités ont été arrêtées pratiquement. Il y a encore quelques tractions qui ont été construites en 40, mais très très peu. Très peu. En fait, l'usine Citroën a été réquisitionnée. A été à la demande de l'État français, a été, on va dire, ouais, peut-être si tu veux réquisitionner, mais surtout pour fabriquer des obus. Des obus. Alors d'abord pour l'armée française, et après, bien sûr, comme on a été occupé, pour l'armée allemande. On va dire ça comme ça. Oui, ça a été comme ça, par obligation. C'est vrai que les tout derniers modèles, début des années 40, on en trouve, mais c'est assez rare aujourd'hui. Très peu. Et d'ailleurs, les voitures ont été réquisitionnées par les Allemands également. Dans tous les films historiques d'époque, on voit des tractions FFI, bien sûr, à la Libération, mais aussi réquisitionnées par la Gestapo allemande. Donc cette voiture, elle a connu la guerre. C'est incroyable quand on voit l'état. Ah bah, elle a vaguement été refaite. Vaguement? Oh, t'es méchant. Bon, elle a subi aujourd'hui un peu les Non, mal lavé hier soir. Mal lavé. Alors c'est vrai qu'hier il pleuvait encore, hein. Donc on a eu de la chance avec le soleil. Ouais. Bon, on va pas s'attarder sur son état. Elle est très très belle, les roues pilotes sont très belles. Très très belles. Et ce que je remarque, moi, par rapport à une traction, celle qui nous a précédé, c'est que le pare-brise, il est ouvrant. Oui. Tout à fait, c'est la clim de l'époque. C'est la clim de l'époque. Comment ça s'ouvre? Je vois qu'il y a une molette là, c'est ça? C'est avec la molette, il suffit d'eux et puis ça l'ouvre. Voilà. D'où les essuie-glaces en hauteur. Absolument. Parce que bien sûr, c'est des essuie-glaces comme le modèle précédent serait en bas, ça serait compliqué pour ouvrir le pare-brise. Donc bien sûr, voilà. Après, les pare-brises sont devenus fixes, hein, sur les modèles suivants.
Donc ça essuie bien parce que ça n'a pas l'air quand même très, très costaud comme... Non, non, les essuie-glaces sont là plus pour décorer qu'autre chose. Bon, mais l'avantage, comme c'est un pare-brise plat, on passe du Renix et puis ça va, on roule facilement sans voilà. On va pas faire de pub, mais c'est un produit qui évite de servir des essuie-glaces. Vous mettez ça sur le pare-brise et les gouttelettes s'éclatent en micro. Oui, puis elles filent très vite. Elles filent très vite, voilà. Comme toutes les tractions, même après-guerre, hein, les portières s'ouvrent à contresens, comment on va dire, les portes suicides on disait. Les portes suicides on disait. Je sais pas pourquoi on disait ça à l'époque, portes suicides. Il y en a qui se suicidaient. Non, avec le vent ça se prenait dedans et je pense que ça ouvrait la porte. Pourquoi suicide alors? Parce qu'il n'y a pas de ceinture. Pourquoi suicide? Il s'envolait. Donc c'était pas un suicide en principe, hein, c'est qu'on décide de mettre fin à ses jours. Donc là en principe quand c'est un accident, bon, c'est un terme, voilà. On retrouve sinon à peu près à l'intérieur le même schéma que sur la traction d'après-guerre, à peu près. Oui, à peu près, il y a des modifications. Le fond de compteur là est noir au lieu d'être beige. Sinon, ça reste à peu près pareil. Alors, les sièges ne sont pas du tout les mêmes, la sellerie n'est pas la même, puisque là, on a ce qu'on appelle des sièges tubulures. Il y a beaucoup de gens relativement âgés qui s'en souviennent, parce que quand ils étaient enfants dans une traction comme ça, en fait, derrière, debout, ils s'accrochaient au tube. Ah, les enfants s'accrochaient au tube. Tout à fait. Des sièges, des tubes chromés. Voilà. D'accord. Bon, en cas d'accident, c'était pas bien non plus. Non, c'était pas top pour les dents, mais bon. Mais c'est une autre époque. Absolument. On roulait moins vite, les routes étaient peut-être moins fréquentées. On va pas comparer deux époques qui sont totalement différentes. Donc, je peux m'asseoir à bord? Merci. Regardez, je m'installe dans une traction de 1939. Nous sommes donc en septembre, non pas en septembre, en décembre 1900. Tu as la date exacte de la voiture? Oui, je crois que c'est... Alors, exactement, elle a été fabriquée au mois de mai, mais elle est restée grosso modo 6 mois sur parc. Et c'est le 12 décembre qu'elle a été immatriculée pour la première fois dans le Cher. Dans le Cher, tu as un historique encore de la voiture? Pas complètement, mais partiel. Mais je sais qu'elle a été immatriculée dans le Cher. Ouais. Voilà. Vous connaissez votre géographie, mesdames et messieurs, le Cher? Hein? Le Cher. Alors c'est où le Cher? Numéro 18. Bourges. Numéro 18. Bien, voilà. Donc voilà, on est en 1939, la guerre a été déclarée et j'essaye avec ma traction de trouver un endroit où elle ne sera pas repérée par, pas encore les Allemands, parce que les Allemands ne sont pas encore arrivés jusqu'à Paris. Mais la plupart de ceux qui avaient une voiture essayaient de la planquer quelque part sous la paille, hein, afin qu'elle soit pas réquisitionnée par l'armée allemande quand elle arrivera. Donc on a planqué beaucoup de voitures comme ça, qu'on a retrouvées d'ailleurs longtemps après, que souvent le conducteur souvent avait disparu. Hein. On a retrouvé des voitures comme ça dans des granges sous la paille. Oui, alors très souvent, les voitures comme ça qui étaient sous la paille, les roues étaient enlevées. On les mettait sur cale. On les mettait sur cale et pour les pas roues qu'on puisse chez un voisin ou n'importe quoi, ou de la famille, pour qu'elles ne partent pas. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que on sait jamais la voiture, hein. L'armée allemande aurait pu trouver cette voiture dans une grange, mais c'est la pas de roue. Ils peuvent pas en faire grand chose. Donc souvent les roues étaient dispersées à droite à gauche, une dans une autre ferme, une autre dans une autre ferme, et ainsi de suite. Donc il fallait trouver l'idée. Mais il y en a eu quand même pas mal de réquisitionnés quand même à l'époque, hein, comme je le disais. Tu as depuis combien de temps cette voiture? Alors exactement, je l'ai acheté en 1986. Ça fait un bail, dis donc. Oui. Parce que t'as pas l'air vieux pourtant, hein. T'es jeune. Ça dépend ce qu'on appelle jeune. Je suis plus jeune que toi, effectivement. Ouais. Ah, parce que... Ouais, j'ai bien entendu que tu étais de 60. Et toi, tu es de quelle année si on peut... De la meilleure année. De la meilleure année, pour toi? Parce que... Non, pas que pour moi. Ah. Tout simplement parce que Claude François l'a chanté. Ah, 62. Voilà. T'as compris? Bon, on n'est pas très vieux. Non. Je suis fin 60 quand même, on n'est pas très vieux. Et donc cette voiture-là, tu l'as achetée, c'est ce que je disais. À l'époque, tu étais jeune. Hein, t'avais... Ah oui, t'avais 24 ans. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Calcul 8, en principe, il avait 24 ans. À l'époque, c'est vrai, dans les années 70, il y a eu un... Je sais pas, comme ça, les gens se sont mis à collectionner les tractions. On se rappelle que dans Sport Auto, il y avait un club qui collectionnait les tractions. Oui, ça c'est fort possible. Ça devait être le club qui s'appelle l'Attraction Universelle. Peut-être, dans les années 70 déjà. Oui, il existait ce club déjà. Hein. Ouais. Il a 50 ans. Donc
que ça devait être ça. Tu en fais partie? Oui, oui, bien sûr, entre autres. Ah, ouais. En 86, ça ne coûtait pas cher une traction. Ça dépendait de l'État. Celle-ci, à l'époque, je l'ai acheté 8500 francs. 8500 francs? Ouais. Je réfléchis. 6500, je sais même plus. C'est déjà cher pour l'époque, je trouve. À l'époque, on comptait pas avec ma femme. Elle est où ta femme? Parce que on comptait pas. Bon. Moi je me rappelle quand même 8000 ou même 6000 francs. Elle était en bel état. La seule chose, c'est qu'elle était bicolore, donc ça ne me plaisait pas du tout. Bicolore, ah oui. Ah ouais, et puis enfin, c'était pas beau. Ouais. Elle n'était plus tout à fait d'origine. Ah, tout à fait. Ouais. Non, on n'allait pas. Moi, en fait, je l'ai remise en origine à 99%. Ouais. Donc on a quel modèle? Elle s'appelle comment celle-ci? C'est une 11B. Une 11B. Alors, il y a beaucoup de gens qui appellent ça une 11BL comme normale. Oui. Parce qu'il y a eu la 11 légère, oui, qui elle était moins large de 12 cm et moins longue de 19 cm, mais avec le même moteur. Donc c'est une voiture qui est moins lourde, qui est grosso modo un petit peu plus rapide. La 11 légère, en fait, c'était une 7. C'était une carrosserie de 7. Alors c'est la même carrosserie que la 7. Voilà. Ah, je vous rappelle que les tractions, il y a différents modèles, mais elles n'étaient pas forcément, elles se ressemblaient. Mais au niveau de la coque, il y avait des coques larges, des coques longues. Regardez, ce modèle-là est beaucoup plus long que celui-là. C'était la même forme, mais on avait plusieurs empattements et plusieurs largeurs de véhicules. On s'y retrouvait. Que de largeur. De largeur, voilà. Que de largeur. Après, au niveau d'une 15, pareil, on a un capot très long sur les 15. Il est un petit peu plus long parce qu'il y a 2 cylindres de plus à mettre. Oui, il y a le 6 cylindres de Citroën, il est très très long. Aussi. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon, alors pour comparer, tout à l'heure on parlait de la malle arrière du véhicule précédent qui est un Hayon, c'est une commerciale. Là on a affaire à une malle, disons classique d'avant-guerre, même des premières après-guerre, avec toujours ce type de malle, avec la roue de secours extérieure et le coffre était assez réduit. Si on peut l'ouvrir. Oui, tout à fait. Avec 2 poignées d'ailleurs. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières tractions qui sont sorties en 1934, les 7A, c'est très rare aujourd'hui, n'avaient pas de poignée. Ah, elles n'avaient pas de poignée. Pas de poignée. Elles avaient un coffre quand même. Oui, oui, elles avaient les mêmes coffres que ça, mais plus petites évidemment. En fait, il n'y avait pas de poignée. Il fallait démonter le banquette arrière pour mettre des objets dans le coffre. C'était hyper pratique. Ah d'accord. C'est pour ça que le Citroën a très vite changé pour passer à la 7B. Et avec des poignées extérieures. Avec deux poignées extérieures. Tout à fait. On remarquera que le coffre n'est pas très très grand. Je vous rappelle que la roue de secours est là. Et on a ici une hauteur, peut-être le réservoir, je ne sais pas. C'est le réservoir qui est là-dessus. Le réservoir qui est à l'arrière. Ouais. Il prend pas mal de place. C'est un réservoir de 50 litres. Oui. Maintenant... une traction, ça consomme pas mal quand même. Non. Non. 11 litres. 11 litres. Ouais. Pas plus que ça. Non. Bon. Quand c'est bien réglé, quand on roule pas comme des malades. Et ça, on ne peut pas l'ouvrir plus. Non, il y a le pare-choc après qui t'empêche de l'ouvrir. Ah oui, d'accord. On n'abîme pas la roue, il y a une sécurité. Ah bah faut que ce soit. Il faut que le tendeur ici soit pile poil réglé. Le tendeur, c'est la petite chaînette qui se trouve là. Ça doit bien régler. Donc on enlève un maillon, hein, si c'est trop long. C'est assez simple à faire. Alors, mais c'est pas très pratique. C'est pas une chaîne d'origine. C'est pas une chaîne. D'origine, c'est un câble métal. C'est un câble métal. Ah oui, d'accord. Bon là, moi j'ai remplacé tout ça. C'est pour ça qu'elle est d'origine à 98. Si vous une voiture d'origine d'avant-guerre, 100% d'origine, jusqu'au vis, on va dire. Déjà, on va dire qu'elles sont pratiquement plus d'origine si elles sont repeintes déjà. Oui. Ouais. Donc ça. Bon. Donc là, tu l'as remis dans sa configuration d'époque. Tout à fait. Noire d'origine. Enfin, d'origine. Oui, elle était noire. Est-ce que c'est la bonne Attention, mon petit. Comment tu t'appelles? D'un seul coup, il part. On referme le coffre qui est assez lourd, c'est la roue. Oui, c'est pour ça, effectivement. Voilà. Et là, comme ça. Et comme ça. Voilà. Alors, je sais pas, voilà. Regardez la plaque aussi, sur l'autre modèle, regardez la plaque devient normale. Et là, à l'époque, comme beaucoup de voitures, la plaque était décalée. Bien sûr, il y avait la roue. Donc on décalait la plaque toujours sur la gauche. Alors, elle est... Ah, n'est-ce pas, voilà. Alors effectivement, dans le numéro d'immatriculation, il y a quelque chose de sympa parce que oui, le 39, c'est l'année de la voiture. Oui. Et TA, ça veut dire traction avant. Alors c'est pas un hasard, bien sûr. Pas vraiment. Pas vraiment. Ça a été voulu. Alors c'est bien sûr l'ancienne numérotation qui va disparaître. Non, elle disparaîtra jamais celle-ci. Elle restera toujours dessus là.
Toujours dessus. S'il n'y a pas de changement de propriétaire, il n'y aura pas de... Alors, il n'y aura pas de changement de propriétaire pour cette voiture avant bien longtemps, si je peux vivre encore bien longtemps. Donc tant que tu l'auras... Il y a des chances pour le ménage, mais elle restera comme ça. D'accord. Je vous rappelle que la nouvelle numérotation change quand il y a un changement de propriétaire. Donc le changement de propriétaire, ça devait être comme ça au départ, mais finalement c'est trop compliqué. Mais c'est pas plus mal finalement. Hein, Ouais, j'aime bien comme ça. 39 l'année et TA bien sûr, traction avant. Ça c'est le petit clin d'œil. Et tu es du 49? Oui, on est venu d'Angers là ce matin. C'est vrai? Ouais. Oh, c'est sympa de venir aussi loin. Histoire de... Bon. de découvrir un peu Rennes, de voir le beau-frère. Très bien. Alors, il y a des différences par rapport à la voiture de devant. Alors dis-moi, Tu moi peux je suis pas un noter spécialiste. Alors, les pare-chocs, c'est ce qu'on appelle des pare-chocs à moustache. À moustache, En fait, c'est-à-dire. ou en vague. Ah, si tu regardes bien. c'est pas rectiligne, il y a Voilà. une certaine forme. Tout à fait. C'était comme ça, c'était pour permettre d'ouvrir le coffre, en fait. Parce que s'il avait été droit, on ne pouvait pas l'ouvrir. Ah, d'accord. Alors qu'après, on avait mis des Alors, pare-chocs rectilignes. Mais à l'avant, c'est tout à comme ça fait. aussi. À l'avant, c'est pareil, parce qu'il y a une plaque d'immatriculation qui épouse la forme du pare-choc. Ah oui. Ouais. Ah oui, j'avais pas vu la forme aussi de la plaque reproduit la partie concave du pare-choc. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Alors en même temps, vous avez le capot qui n'est pas pareil par rapport à cette voiture parce que après-guerre, voilà, ce sont des ouïes, là ce sont des clapets qui s'ouvrent. Ensuite, la calandre est un tout petit peu différente au niveau du trou, là, qui fait que 11 cm, alors que sur les après-guerre, il fait 19 cm. On va demander aux gens, mesdames et messieurs, à quoi sert ce trou devant, ici, là? La manivelle. Bien. J'ai des bons aujourd'hui, hein. Et donc la manivelle, on l'enfile dans quoi? Dans... Oui, mais là j'ai un obturateur. Ah, t'as un obturateur, c'est normalement. On peut, en fait. C'est libre. Ce que vous voyez là, bien sûr, c'est pas le moteur, c'est quoi qu'on voit ici? C'est quoi cette partie verte? Bah, c'est la boîte de vitesse, les enfants. Voyons. Il faut savoir que sur les tractions, la boîte de vitesse, elle est à l'avant. C'est-à-dire que le moteur est à circuler. Enfin, à circuler. La boîte de vitesse est à l'avant. C'est comme ça qu'on faisait les tractions à l'époque. Voilà. On se rappelle que sur les R16, c'était le même principe. Et donc après, ça a changé. Maintenant, on a des moteurs transversales avec la boîte sur le côté. Mais à l'époque, on faisait bien sûr les boîtes à l'avant. En cas de choc, la boîte, elle morflait. Remarque, regardez si vous baissez aussi, regardez, bah, bien sûr, vous avez une autre traction. Donc on voit les cardans. Et sur les premières voitures, hein, les cardans étaient assez peu fiables. Les toutes premières tractions. Sur la 7, oui. Hein, sur la 7, c'était vraiment un problème beaucoup Mais il n'y avait modifié. pas que les cardans à l'époque qui posaient problème. Hein. Hein, Les caisses qui se pliaient. les caisses, ouais, c'est vrai. Problème, hein. Il y a les jambons à l'avant. Les propriétaires ont essuyé des plâtres. Hein. Comme chez Citroën d'habitude, hein, ils ont toujours fait comme ça. Ils ont toujours lancé des voitures qui n'étaient pas finies complètement. La DS, ça a été comme ça. Hein. de Citroën et la richesse de Michelin. Michelin qui l'a fiabilisé. C'est vrai que quand André Citroën est décédé, il n'a pas vu le succès de la traction, le pauvre. Hein. Non. Il est décédé en 1935, hein, je crois. 35. 37 34. 34 ou 30? Non, je crois que c'est 35. Il est décédé en 35. Ah oui, Bah, il n'a pas vu le succès de la voiture. Et c'est Michelin qui a racheté la marque. Et qui ont un peu ciré les boulons, on va dire. C'est le cas de dire. à l'argent. Au propre comme au figuré. Et qui a permis de fiabiliser cette voiture qui n'était pas vraiment fiable au début. Hein. C'est vrai que c'est une voiture qui a coûté très cher à concevoir. Oui, alors il n'y a jamais eu de problème avec les 11. Le problème c'était avec la 7. Les premières. Eh oui, en 34-35. Oui, les premières en 34, mais ce sont les 7 qui ont suivi les plâtres. Et après la 11 était aboutie, la 15, aucun problème. Bon. On a d'habitude le pape de chez Citroën qui est avec nous. Aujourd'hui, il n'est pas là. Sinon, il nous aurait fait un discours sur les Citroën. Je le remplace comme je peux aujourd'hui. Voilà, c'est le pape. Voilà. Je me rappelle, moi, que dans ses discours, il disait que les toutes premières tractions, donc les 7A, et encore sur les premières productions, avaient encore un toit en moleskine. Tout à fait. En moleskine. Pourquoi il y avait un toit en moleskine encore? Pourquoi? On va demander au public. Toi, tu sais, bien sûr. Et l'autre monsieur. Alors pourquoi il y avait encore des toits en moleskine sur les premières tractions avant? On va demander à monsieur là qui est derrière peut-être. Non, vous ne savez pas? Non, personne ne sait? Pourquoi il y avait encore? Vous savez ce que c'est qu'un toit en moleskine? C'est ouais, il y avait une sorte de grillage, une structure en bois avec un grillage je crois.
et puis une Moleskine. Parce qu'à l'époque, vous savez pourquoi on faisait ça encore en 34 sur les premières tractions? Parce qu'on ne savait pas emboutir un pavillon d'un seul tenant. C'est pour ça, hein, je crois. C'est pour ça. Et très vite, on trouvera la solution. Et il y a très peu aujourd'hui de traction A avec ce type de pavillon. Ouais, effectivement. On va trouver, hein. Voilà. Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Alors, pardon. petite chose à noter, ce sont les jantes et la couleur des jantes. Alors, c'est les gens pilotes. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, mais en 38 et en 39, les 11 sont équipés de jantes pilotes. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord? Alors, jante pilote, c'était un modèle de jante, c'était l'ancêtre de la jante à luve, Oui. Maintenant, en 38 et en 39, les 11B comme celle-ci sont en rouge. Les BL, qui étaient un petit peu moins larges, donc les jantes sont jaunes. Jaune. La plupart de celles que j'ai vues, moi, c'est en jaune. Alors, ce sont des BL. D'accord. Voilà. Et pourquoi on peignait ces jantes d'une couleur un peu criarde? Ah ben, c'était Citroën, hein. C'est tout. Ça, à mon avis, c'était pour bien les identifier sur la route. D'accord, Mais ok. à mon avis, ça n'est que ça. Hein. Donc, on rappelle bien, c'est des jantes donc en alu. Ah oui, 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 tout à fait. En 1930, Ouais. dans les années 30, on a des jantes déjà en alu. Il y a beaucoup de constructeurs qui produisaient des jantes de série en jantes alu, hein, à part en accessoires. Peugeot avait les mêmes jantes. Hein. Avait les mêmes jantes sur les 202, 200 et 202, je crois, et puis il y en a une autre. Mais tout ça, c'était avant-guerre, parce qu'après-guerre, ça a Ah oui, disparu. oui. Dès l'après-guerre, on est passé à des jantes un petit peu comme ça, mais pas tout à fait. Ah, si. On a qu'on appelle des jantes BM. Alors BM, les gens qui voulaient faire plaisir à Michelin disaient que BM c'était brevet Michelin. Les gens qui étaient un tout petit peu plus méchants avec Michelin disaient que ce sont des jantes bon marché. Alors qui c'est qui avait raison? Ni l'un ni l'autre. Voilà, on va rester comme ça. Voilà. Ouais. En fait, la traction, pour résumer, elle a traversé la guerre. Elle a été conçue avant la guerre, une des meilleures voitures, hein, peut-être une des meilleures voitures de son époque. Et elle a été construite après-guerre jusqu'en 1957, parce que je crois savoir que la dernière traction a été livrée en 57 du côté de Saint-Malo. C'est exactement ça. Hein, c'est exactement Je ça. crois que c'est début juillet. Voilà, c'était la dernière. C'était quel modèle d'ailleurs? Ah, c'était je crois que c'était une familiale. Familiale. Oui, il me semble. Voilà, un instituteur de Saint-Malo. Voilà, Tout à pour fait. faire l'histoire de... Bon, je voulais vous dire aussi, il y a un modèle encore plus spécifique. Il y a la traction cabriolet. Et encore plus rare, la traction coupée. Vous en verrez peut-être quelques fois. Peut-être des fois c'est des fausses. Mais il y a eu des modèles, c'est des modèles d'exception que tout le monde recherche aujourd'hui, mais qui sont très chers. Donc le cabrio, hein, et le faux cabriolet qu'on appelle Le coupé. Ah ouais. Voilà. Alors en cabriolet, il existe beaucoup de cabriolets en circulation. Il y a beaucoup plus de faux que de vrais. Et oui. Prochainement, enfin, la Citroën la plus chère au monde, c'est une traction cabriolet. C'est une 15 chevaux de 1939. Ah, la 15. Parce qu'en fait, la 15 chevaux a été produite à seulement 3 exemplaires. Cabriolet. Cabriolet, on est bien d'accord? Ouais. Et par contre, vous verrez des cabriolets 15 qui se promènent un petit peu partout, il n'y en a que 3, effectivement. Et celle qui a été vendue il y a 5-6 ans, a été vendue 612 000 €. Elle n'appartenait pas à la famille Michelin, Madame Michelin. Alors, elle a appartenu, mais elle n'est plus du tout chez Madame Michelin. Elle est chez un particulier qui malheureusement est décédé au mois de novembre. Et la voiture va être remise en vente. Il y en a qui sont acheteurs. 3 exemplaires de la 15 Cabrio. Le vrai, on parle. Hein. Ah oui, exactement. Ouais, Là, ça va atteindre des sommes astronomiques, je pense. Absolument. Ce sont des voitures qu'on ne peut plus rouler. Ouais. Ce sont des voitures qui restent dans des garages. Parce que ça coûte trop cher à faire rouler. Niveau Non, assurance. non. Je pense que les gens qui achètent ça sont des gens qui ont de l'argent à ne plus compter et qui, font un placement. à mon avis, c'est plus un placement. Bon. Donc, D'où les répliques, parce que les gens veulent un cabriolet. Bon, Voilà. à prendre avec des pincettes, mais pourquoi pas. tout à fait. On Tout à va fait. penser à ce qu'on achète. Voilà. Voilà. Mesdames et messieurs. Dernière petite chose que je peux vous présenter, c'est la galerie. La galerie. On va s'approcher, tiens. La galerie. Alors, la galerie telle qu'elle est présentée là, il y en aurait que 2 en France. 2 en France. Ouais, c'est tout. L'autre, elle serait du côté de Niort, mais je ne l'ai jamais vue. Alors, il y a 2 parties. oui, il y a toute la partie grisée qui est en alu, le reste est en fer. En fait, c'est une galerie de la société Aviatube et c'est le modèle Aviation. Quand on voit de profil, on voit bien qu'elle a le profil d'une aile d'avion.
À l'envers, hein, mais d'une aile. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Ouais, j'avais remarqué ça tout à l'heure, le profil de cette calandre qui est, qui est profilée, c'est le cas de le dire. C'est une calandre profilée, pas carrée comme certaines, comme on voit. C'est pas une calandre. Une calandre. Tout à l'heure déjà, j'ai confondu les calandres et les galeries. J'ai un problème dyslexique. Bon, on a donc une galerie qui est profilée, comme vous pouvez le voir sur le côté. Donc une partie acier, centrale, et partie aluminium sur les côtés, la partie qui nous intéresse, qui s'accroche facilement d'ailleurs sur les gouttières. Tout à fait. Voilà, qui est très vite démontable. À l'époque, c'est vrai, on parlait du coffre tout à l'heure, les coffres étaient assez rudimentaires, donc on mettait beaucoup de galeries sur les voitures, et ça permettait d'emmener pas mal de choses, surtout avec des familles nombreuses. Tout à fait. Et le dernier petit truc, ce sont les sabots d'ailes, puisqu'en fait, sortie d'usine, il n'y avait pas de sabots d'ailes, bien évidemment. Et ça, ce sont des marques très connues. Alors, oui, c'est la marque Robry, et c'est le modèle Grand Sport. Grand Sport. Ouais, vous avez vu, regardez les marchepieds là, c'est pas des marchepieds, mais en bout d'aile. Et regardez sur les ailes arrière également. Robry, qui était une marque d'accessoires très connue à l'époque. On a appelé ça à l'époque, on appellerait ça aujourd'hui du tuning. Mais non, mais c'était des accessoires. C'était pas une option chez Citroën. Ah non, des accessoires pour un modèle précis. Là, en l'occurrence, pour une traction. Alors, je vais te poser la question, parce que tu connais bien quand même. Un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il y a des trous là? Ah bah là, je crois savoir. Je crois savoir. On va demander aux gens. Alors, vous avez vu que le Robry, comme de l'autre côté, des deux côtés, regardez, il y a une fente ici. Pourquoi il y a une fente sur ce Robry, mesdames et messieurs? Tiens, Jean-Pierre, toi tu connais un peu quand même. Moi je crois savoir, j'ai deviné. Une gouttière? Bah non, parce que l'eau, en principe, elle coule. Il n'y a pas besoin de la faire passer. Eh ben, je crois que c'est ça. C'est effectivement ça. Décrotter des chaussures. Vous savez qu'à la campagne, voilà, on arrivait avec des chaussures boueuses. Et bien, regardez, et ben on faisait comme ça et comme ça. Et madame ou l'autre monsieur faisait la même chose pour décrotter. En principe, la terre tombait à travers. Pas bête, hein? Et pourquoi ils font pas ça sur les SUV? Non, c'est un petit clin d'œil. Bon, quand tu m'as montré, j'ai vu la forme. C'est un décrotoir à chaussures. Pas un paillasson, un décrotoir. Voilà, ça pouvait servir à ça. J'ai remarqué qu'à l'époque, toutes les voitures, enfin, vous avez remarqué peut-être pas, avaient des marchepieds. Avec cette voiture qui était très basse, on montait en voiture. L'expression monter en voiture à l'époque datait des caisses carrées, des voitures assez hautes. On montait dans un véhicule. Avec cette traction, on est descendu très très bas au niveau du centre de gravité, enfin très bas, plus bas qu'une voiture normale, et donc les marchepieds ne servaient plus à rien. Donc là, il n'y a pas de marchepied. Même si en accessoire, on en trouve encore, même pour les tractions. Mais ça n'a plus lieu d'être, on va dire. C'est ça? Exactement, c'est tout à fait vrai. Et la traction, finalement, par rapport aux caisses carrées, pourquoi plus basse? Tout simplement parce que la boîte de vitesse est passée devant le moteur. Parce que sinon, quand la boîte de vitesse est à l'arrière du moteur, c'était pour actionner le pont qui passait. Oui, et la transmission. La transmission. Et donc, on avait une transmission qui faisait 1m50, 1m60 pour aller à l'arrière. C'est vrai. Et là, avec une traction, il n'y a plus besoin d'avoir tout ce pont, cette transmission. On pouvait baisser la voiture. Et ça profite toujours de baisser une voiture à la tenue de route. C'était la reine de la route, comme on disait à l'époque, la traction. Alors, la reine de la route, c'était la 15. La 15, exactement. Parce qu'elle associait une très bonne tenue de route avec un gros moteur. Donc c'était la reine de la route qui n'avait pas mieux à l'époque. Ah non. Voilà. À l'époque. On a tout dit sur cette traction avec ces deux modèles. Oui. Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Merci à toi, tu en connais un rayon. Et cette voiture qu'il a achetée en 1986. Donc un modèle, on a dit tout à l'heure, de quelle année déjà? Rappelle-moi l'année. C'est marqué sur la plaque. Je voulais voir si le public avait suivi. 1939, décembre 1939, même si la voiture, d'après ce que nous disait le propriétaire, a été construite sans doute en mai.